Sénégal. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Le plan Sénégal émergent à l'aune de l'efficacité effective sur le terrain, quel comportement? Le suivi efficace et efficient du PSE, le retour des djihadistes au Nord Mali, la fragilité de nos États, quelle stratégie, quelle politique? Pour débattre de ces questions d'actualité, Remue Ménage reçoit ce dimanche 9 mars Felwine Sarr, économiste, doyen de la faculté des sciences économiques de l'université Gaston Berger de Saint-Louis et écrivain, et Sirissi, journaliste économiste, directeur exécutif d'Epsilon Consulting, basé au Maroc, spécialisé en stratégie d'entreprise et politique publique. Remue Ménage, dimanche 10h, 11h, avec Alassane Samba Diop sur la radio de toute l'actualité RFM. Bienvenue à votre émission Remue Ménage. Nous sommes dimanche 9 mars 2014. Nous avons donc comme invité dans ce studio de la Radio Futur Média M. Felwine Sarr, doyen de la faculté des sciences économiques à Gaston Berger de Saint-Louis, économiste et écrivain. Sirissi, journaliste économiste CEO Epsilon Consulting basé au Maroc et spécialisé en stratégie d'entreprise et politique publique. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, l'actualité au Sénégal depuis quelques jours, c'est le plan Sénégal émergent. On en parle partout dans les chaumières, dans les médias, un peu partout dans les journaux, les contributions fleurissent par rapport à ce plan Sénégal émergent. Aujourd'hui que le Sénégal a reçu plus de 3750 milliards de francs CFA du club de Paris, le groupe consultatif de Paris, et que le président est passé aussi en Chine en récupérant là-bas 2200 milliards. Cet argent qui est promis aux Sénégalais, Siré, si vous êtes journaliste, économiste, à quoi doit-il effectivement servir? Ce plan, comme vous l'avez dit, et ce volume financier aussi, comme vous l'avez indiqué, en principe devrait servir au financement de ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent. Alors, grosso modo, ça veut dire qu'avec ce volume financier, on devrait pouvoir sortir de notre propre piège du sous-développement. Avant même, souvent on parle d'émergence, je voudrais rassurer les gens qu'on ne quitte pas du tic au tac d'une situation de pauvreté, j'allais même dire d'extrême pauvreté, à automatiquement une situation d'émergence. Parce qu'il est de l'économie comme il est de la vie, c'est qu'il n'y a pas de rupture. On devrait d'abord passer par l'étape de convergence de nos économies, tant qu'il est vrai que la vie économique à Dakar n'est pas la réalité économique à Dakar n'est pas la même réalité économique dans les régions. Alors je pense que dans un premier temps, il nous faudra aller vers une convergence de nos économies. Déjà, que ce soit en ville, en campagne, que les économies puissent, l'écart puisse être diminué. Deuxièmement, le plus important à mon avis, ce n'est pas les volumes financiers en tant que tels, parce que depuis les années 2000, l'Afrique est devenue à la fois la direction et la destination des capitaux internationaux. Donc, pour peu d'imagination, les pays africains ont la possibilité de lever extrêmement de fonds. Maintenant, la vraie question qu'il faudrait se poser, c'est par rapport à la gestion et par rapport à la finalité, par rapport à l'allocation même des ressources de ces fonds. Est-ce que ces fonds vont être empruntés pour des investissements productifs? Quel est l'écosystème économique qu'il faudrait mettre en place pour que finalement ce volume financier-là puisse produire les effets escomptés? Je pense à mon niveau, c'est sur ce point-là que réside véritablement tout ce plan émergent qui, à mon avis, rentre dans une logique normale des choses, parce que depuis un certain nombre d'années, chaque pays a cru le besoin de se doter d'un plan d'émergence, à même de lui faire grandir un pas. Donc là où la bataille devrait se situer, à mon avis, véritablement, c'est au niveau de la gestion, au niveau des politiques publiques, au niveau des évaluations, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Et justement, Felwine Sarr, est-ce qu'aujourd'hui les conditions sont réunies avec tout cet argent dont on parle pour que le Sénégal puisse sortir du sous-développement? Alors, sortir du sous-développement, c'est
c'est un projet absolument important, donc je dirais, et nécessaire. Peut-être juste avant de revenir sur le volume financier, rappeler vite fait que le plan propose que le Sénégal accède à un taux de croissance de 7 à 8% en 2035 avec des étapes intermédiaires sur la base de projets structurants et qui se fondent sur des secteurs économiques qui sont censés être des moteurs de la croissance. Donc l'agroalimentaire, l'industrie, l'éthique, l'éducation, la santé, et j'en passe. Et peut-être il était temps que nous ayons une vision stratégique d'un point de vue économique. Si on remonte dans les années 80, on avait les programmes d'ajustement structurel. Après, on a eu les DSRP, documents stratégiques de réduction de la pauvreté. Sous WAD, on a eu divers plans qui ne s'articulaient pas entre eux, SCA, on a eu récemment la SNDES. Et tous les pays qui ont émergé ont à un moment donné eu un plan, une vision stratégique sur au moins 20 ans, avec des objectifs chiffrés, intermédiaires, et qui font que même lorsque l'environnement économique change, si on sait où on va, on pourrait articuler la stratégie. Alors, le plan a besoin de 10 000 milliards, parce qu'on parle que des 5 milliards, mais le financement global est de 10 000 milliards. Et l'idée, c'était que le Sénégal finance à 69% le plan, et que le reste, il a élevé des fonds auprès des partenaires techniques et financiers. Apparemment, le plan a été souscrit, mais il faut rappeler que c'est des intentions et que c'est des engagements. Et que ces engagements-là, pour qu'ils soient mis en œuvre et mis en acte, il faudra que les Sénégalais démontrent que les projets sont viables économiquement, qu'ils démontrent qu'ils vont les opérationnaliser de la manière la plus optimale. Et il faudra que l'on suive. Est-ce que réellement ces engagements vont être tenus par les bailleurs de fonds? Ça voudra dire, est-ce qu'en face, l'infrastructure nécessaire en termes de capital humain, de structure, aura été à la hauteur des attentes et des espoirs qui ont été suscités. Donc je pense que le plus dur n'est pas fait. On a l'impression que le plus dur est fait, mais le plus dur reste encore à faire. Le plus dur, c'est rendre ces plans, donc faire en sorte déjà que les engagements soient réellement donc décaissés, ce qui présuppose que toute l'infrastructure méthodologique est mise en place. Et secondo, comme le disait donc Siressi, c'est l'allocation des ressources, c'est la gestion, c'est le suivi d'évaluation et c'est le fait de transformer réellement cette vision en projet programmatique qui est porteur de croissance et en faire des investissements qui sont réellement productifs. Et ça, c'est le grand défi que nous devons relever. Ça veut dire un défi en termes de ressources humaines, de capacité opérationnelle, de rigueur dans la gestion et le suivi et de travail, donc je dirais absolument sérieux. Et à mon avis, c'est les plus importants défis et ils sont devant nous. Oui. Là, Féline a posé les questions essentielles. Le capital humain, les ressources humaines, les conditions qu'on doit mettre en place pour que ce plan puisse être articulé, puisse être déroulé. Est-ce que vous avez l'impression, vu au Sénégal, que cela a réuni ces conditions? Réunir les conditions de facto et à vue d'œil, je dirais non. Je dirais non pour la bonne et simple raison qu'on a une structure économique qui est plus ou moins extraverti. Ça, c'est déjà le premier problème. Le premier problème, les Sénégalais consomment ce qu'ils ne produisent pas et produisent ce qu'ils ne consomment pas et consomment ce qu'ils ne produisent pas. Ça, c'est un. Le deuxième niveau, il faut savoir aussi que le plan Sénégal émergent, à y regarder de plus près, s'inscrit dans la logique de ce qu'on appelle la philosophie du consensus de Washington. Or, dans ces types d'économie, actuellement, la réalité au Sénégal fait que, même en Afrique de manière globale, nous n'avons pas encore un secteur privé suffisamment fort pour pouvoir faire du business entre eux, à telle enseigne que l'apport ou la contribution de l'État serait epsilon, c'est-à-dire insignifiant. Or, la philosophie et le principe de base de tous ces plans-là, ce sont des plans qui cadrent davantage avec les économies de type libéral. En ce sens que là-bas, dans ces pays-là, le secteur privé est tellement puissant et tellement fort en termes de volume et en termes de chiffres que sans même l'apport ou l'intervention de l'État, l'économie bouge. Telle n'est pas la réalité au point de nos pays où l'État est à la fois le catalyseur et l'impulseur de l'activité économique. Je m'en veux pour preuve les marchés publics. Donc si nous voulons aller dans la logique du plan Sénégal émergent, il nous faudra renforcer davantage le rôle des acteurs du secteur privé. À telle enseigne qu'à travers ce projet, on devrait passer à d'un projet de société à une société de projet. Tant qu'on n'a pas atteint ce passage-là,
ma foi, l'État va emprunter énormément d'argent, mais je ne pense pas que l'écosystème aujourd'hui, même s'il y a 20 ans, si on ne change pas en profondeur, je ne pense pas à l'état actuel que les espoirs tant placés au niveau de ce plan-là puissent être au rendez-vous. Mais l'impossible n'est pas africain, encore moins sénégalais. Je pense qu'à l'état actuel, il faudrait des réformes profondes, douloureuses parce que profondes. Donc tout dépendra maintenant de la capacité que nous avons à faire face. Je donne juste un exemple caricatural pour comprendre ce qu'est en fait ce volume financier. Là, on est dans le secteur public, mais quand on est dans le secteur privé, c'est comme ici, vous disiez une entreprise qui veut faire de la récapitalisation. L'investisseur vient, il dit que voilà, moi j'ai mes capitaux, je vais injecter de la liquidité au niveau de votre entreprise. Mais celui qui injecte, il a un certain nombre d'exigences en termes de gouvernance, en termes de gestion, en termes de management, etc., etc. Donc il faut que les règles du jeu changent. C'est pourquoi je rejoins l'idée de Felwine. C'est aujourd'hui en termes d'engagement. Pour qu'aujourd'hui nous puissions mobiliser tous les fonds, encore faudrait-il faire des réformes profondes et douloureuses. Justement, Felwine, devant l'urgence qu'ont les Sénégalais pour que leur vie change, et face aux difficultés que l'État a aujourd'hui à changer même l'administration du secteur privé, entre autres pour qu'il s'adapte aux nouvelles exigences mondiales, il y a un gros souci. Il y a un gros souci et je pense que déjà il relève de l'ordre du discours. Dans la sphère économique, soit on tient aux gens un discours réaliste, c'est-à-dire qu'on leur dit les réformes ont besoin du temps et on a besoin de réformes structurelles en profondeur et celles-ci elles prennent du temps et elles porteront des fruits dans un moyen terme, mais indiquer aux populations que les bonnes décisions sont prises, elles sont intelligentes et puis elles se rendront compte que les choses vont dans le bon sens. Mais ne pas promettre des effets immédiats, c'est impossible. Ne pas être dans les horizons électoraux, c'est pas la temporalité de la vie économique. C'est impossible. Si on veut des résultats immédiats, nous ne réformerons pas en profondeur. Et nous aurons des résultats qui ne seront pas soutenables et durables. Le plan dit 21, 22, 25 projets. 27 projets prioritaires. 130 projets. 1,111 milliards dans le secteur privé. Le reste, c'est le secteur public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut les réformes pour que les marchés publics puissent être opérationnalisés vite fait, pour que les politiques sectorielles puissent être mises en œuvre, pour que dans ces secteurs-là, les responsables aient une capacité d'ordonnancement rapide. Ça veut dire qu'il faut travailler notre capacité d'absorption. Donc ça veut dire qu'au préalable, il y a tout un travail qui doit être fait pour que notre secteur public, notre machine étatique puisse être un instrument efficace de mise en œuvre de ce plan-là. Donc ça veut dire des réformes de fond. Donc ça c'est une chose. Deuxième élément important, une intransigeance absolue dans le monitoring et la gestion de la mise en place de ce plan-là. À mon avis, on aurait pu avoir des débats idéologiques, philosophiques sur le plan, et ils sont importants. Mais la question qui se pose à mon niveau aujourd'hui, c'est de dire que cet argent-là, on l'emprunte, nous, on doit le rembourser. Et pour le rembourser, il faut que les investissements soient productifs, puisque c'est de la dette, et cette dette, elle doit être insoutenable. Et les épisodes que nous avons connus dans les années 70, dans les années 80, les crises de la dette ont été le fruit d'investissements improductifs en face d'une dette trop importante. Les États-Unis sont le pays le plus endetté du monde, mais leur dette est soutenable, ou bien ils mettent en œuvre les réformes qu'il faut pour que l'économie américaine produise assez de ressources pour rembourser la dette. Donc ça aussi c'est un élément important. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent qui nous tombe du ciel, c'est des ressources que nous prenons du futur et que nous rapatrions vers le présent. C'est en principe nos ressources. C'est des ressources que notre économie doit produire et nous faisons juste un arbitrage intertemporel. Et nous disons qu'aujourd'hui, nous pouvons mettre en place des projets qui vont les générer. Donc je pense qu'il y a cette pédagogie-là qu'il faut avoir aussi dans l'explication du plan. Ne pas faire vous passer l'idée que du jour au lendemain, le plan réglera tous nos problèmes. Mais s'il est réellement mis en œuvre, on peut être optimiste. Mais est-ce qu'il serait dans la mise en œuvre du plan, vous comprenez ou bien vous partagez l'idée de mettre en place ce qu'ils appellent un comité de suivi et d'évaluation, aussi bien la présidence que la primature, pour suivre les projets pas à pas? Absolument. Pour ce genre de projet, il faudrait nécessairement l'inscrire en termes de management, c'est ce qu'on appelle le management des projets. Et d'ailleurs, l'erreur qu'il ne faudrait pas commettre de manière stratégique, c'est d'en faire un projet étatique.
C'est-à-dire que le principe est un projet étatique, mais la gestion doit être une gestion de droit privé. Ça veut dire un management de projet. Et j'ai été tout à fait heureux d'entendre le chef de l'État parler de la mise en place d'une delivery unit, parce que le management de ce projet-là ne devrait rien avoir avec le fonctionnement normal de l'administration. Ça, c'est un niveau. Le deuxième niveau, c'est que par rapport aux investisseurs, c'est ça où ça devient à la fois un avantage et un inconvénient. Si on sait en tirer profit, ça devient un avantage parce que l'exigence des bailleurs de fonds vont nous pousser à atteindre des standards internationaux. Parce que c'est quoi? Les bailleurs de fonds qui vont mettre leur argent dans ce projet-là, qu'ils soient en Chine ou en Europe ou en Amérique, veulent à chaque instant T avoir une cartographie, voire même une vue aérienne à l'état T de ce projet. Donc ils vont mettre ce qu'on appelle des instruments de mesure, des instruments pour savoir que par rapport à l'objectif final et par rapport au point de départ, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, quelles sont les clés de succès, quels sont les boulots d'étranglement, pour qu'en termes de pourcentage, on peut dire qu'à la date T, on est à tant de pourcentage de réalisation. Donc ça, c'est une bonne chose, ça nous permettra à notre administration, à notre secteur privé, d'aller vers l'économie mondialisée avec ses standards internationaux. Mais là où je n'ai pas bien compris le plan Sénégal émergent, c'est qu'Alsan, quand vous voyez les flux financiers qui entrent au Sénégal, les partenaires techniques, ils représentent à peu près autour de 8%. La diaspora sénégalaise représente à hauteur de 17%. Moi, je n'ai pas bien compris dans tout le processus du plan qu'on ait fait abstraction de ce volume de la diaspora, de l'argent de la diaspora, qui fait qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que l'avenir du Sénégal ou bien l'émergence du Sénégal devrait se faire nécessairement par les fonds des partenaires techniques nationaux. Or, ma conviction reste que ces fonds-là devraient être des fonds subsidiaires ou complémentaires. Et que ce sont les fonds de la diaspora, s'ils étaient très bien organisés, très bien structurés, qui pourraient à même de nous valoir une satisfaction. Je donne un exemple. Moi, je suis du village de Agnam-Sivol, à Matam. Imaginez que le Sénégal dise, je vais faire un investissement à Agnam-Sivol, un hôpital. Et dans la structuration financière, il y a 30% ou 20% de fonds qu'on va lever au niveau de la diaspora. Mais tous les parents foutanké, alpulaar, etc., vont participer à ce financement. Ça veut dire qu'en termes de contribution, l'État a déjà la possibilité de mobiliser sa contribution financière et le reste. Moi, je pense que c'est à peu près de manière basique, ces genres de financement, ces genres de structuration financière qu'il faut y aller. Mais je n'ai nullement vu, à moins que je me trompe, dans le plan, quel est le mécanisme ou l'écosystème qu'on devait mettre en place pour pouvoir capter les fonds du diaspora, étant entendu que de plus en plus, j'ai entendu le chef de l'État dire que les gens de la diaspora réinvestissaient au Sénégal, mais n'investissaient pas seulement dans l'immobilier, mais investissaient dans le tissu productif. Mais ce n'est pas un discours. Il faut mettre en place l'écosystème à même d'inciter les gars de la diaspora à venir investir. Et je pense que ces genres de projets structurants pour mobiliser énormément l'épargne au niveau de la diaspora. Moi, je pense qu'il y a des actions et des initiatives à prendre. Les fonds de la diaspora, ça fait 2 fois le volume financier des partenaires internationaux, étant entendu que c'est toujours des fonds d'engagement. Ce n'est pas encore de l'argent liquide. Or, la diaspora, c'est de l'argent liquide qu'on fait entrer. Justement, et à ce point bien précis, Philippe, il y a aussi l'autre point qui intéresse beaucoup les Sénégalais, c'est le choix des personnes qui doivent composer ce comité de suivi et d'évaluation qui sera mis en place à la présidence et dans les ministères à la primature. Certains ont peur qu'on choisisse des politiciens qui viennent occuper ce comité sans pourtant avoir des outils nécessaires pour le diriger. J'aimerais juste faire 2 remarques, Alassane, sur ce que Cyril vient de dire. Déjà, on a peu communiqué sur le fait que initialement, l'État du Sénégal devait prendre en charge plus de 60% du financement du plan. L'impact psychologique est très important. C'est-à-dire qu'on continue toujours à communiquer, comme il vient de le dire, comme si l'essentiel des ressources nous viennent de l'étranger. Si on prend en valeur absolue l'essentiel des ressources et qu'on ne le rapporte pas au reste, on oublie que c'est le Sénégal qui est le principal bailleur de fonds. Et ça, c'est très important dans la mentalité et dans le message de dire que nous marchons sur nos
nos propres moyens. Voilà, avec nos propres moyens et sur nos propres pieds. Deuxième élément, juste un exemple. Le Rwanda a mis en place un fonds d'aide qu'il appelle Agaciro. C'était pour réduire la part de l'aide extérieure dans le budget. Ils se sont rendus compte que 25% venaient de l'étranger. Agaciro en Kinyarwanda, ça veut dire dignité. Et les Rwandais étaient invités à contribuer à hauteur de leurs moyens. On pouvait donner 1 mois de salaire, on pouvait donner 100 francs, et avec un objectif à moyen terme, devenir plus dépendant de l'aide. Les fonds qui viennent des immigrés, effectivement, il a manqué un fléchage et une infrastructure financière. Ils investissaient dans de l'immobilier, dans du support familial, dans l'éducation, mais c'est des volumes qui sont non seulement plus importants, autant qu'il le dit, mais même si on les traduit en sémantique, on ne peut plus dire à partir de là que l'aide vient de l'extérieur. Mais on est toujours dans la sémantique qui consiste à dire que l'aide vient de l'extérieur, et ça traduit un état d'esprit par rapport à notre capacité de prendre notre destin en main. Même si dans les faits, nous sommes les principaux contributeurs, nous continuons à communiquer comme si nous n'étions pas les principaux contributeurs. Donc de mon point de vue, ce type de communication est très très important. Sur les choix, la grande question qui se pose, effectivement, elle est celle de savoir est-ce que notre administration a la capacité technique, en termes de ressources humaines, de bien mener à terme ce plan? Si oui, comment le mettre en œuvre? Sinon, quelle est la stratégie alternative? Et à mon avis, c'est l'équation à laquelle le gouvernement devra répondre. C'est-à-dire que soit on fait comme on avait l'habitude de faire, on connaît les résultats, soit on est dans une totale rupture de manière de faire. Et ça va être le grand défi, la rupture. Et ce que vous dites là, c'est au-delà du plan Sénégal émergent, nous savons que dans beaucoup de projets, le blocage, c'est la non-distinction entre la technocratie, qui doit être efficace et compétente sur des projets qui sont d'intérêt, je dirais, global, et les logiques politiques ou politiciennes. Et les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas su faire la rupture, ils n'ont pas su avoir le courage politique de distinguer les deux, de dire sur ces questions-là, il nous faut du résultat, il nous faut de l'efficacité, et le seul critère qui vaille est la compétence. Sur d'autres aspects, effectivement, on peut continuer à mener une vie politique comme on l'entend. Et c'est l'une de nos principales difficultés, et à mon avis le défi sur lequel ce gouvernement sera jugé. Justement, Siressi, par rapport à cette question bien précise, le président est revenu de dire qu'il faut qu'on arrête de tricher. Est-ce que le gouvernement fait le bon choix sur les bonnes personnes qui doivent diriger les projets au Sénégal? Parce qu'au lieu avant de dire que les gens trichent, il faut savoir choisir peut-être ceux-là qui doivent faire le travail. Vous savez, Alsan, le plan Sénégal émergent s'inscrit dans une double logique. Il y a une logique politique et une logique électorale. Or, ce type de plan qui doit nous mener vers l'émergence et qui vise le long terme s'inscrit nécessairement dans une logique politique et non pas dans une logique électorale. Ça, c'est un premier défi qu'on a dit. Il nous faudrait aussi, au niveau des pouvoirs publics, faire la part des choses entre le temps électoral et le temps politique. Deuxièmement, il ne faudrait pas aussi donner l'impression que le plan Sénégal émergent est un produit made in APR. Excusez-moi. C'est-à-dire, le président de la République en est le concepteur, comme du temps de NEPAD avec Abdoulaye Wade. Mais tout le défi aujourd'hui, c'est d'en faire un projet national. Aujourd'hui, on devrait aller dans la perspective, à travers le plan national, le plan Sénégal émergent, d'en faire une affaire nationale. Je donne un exemple. Moi, notre cabinet au niveau de Casablanca avait une fois commencé à réfléchir sur ce truc-là. Bon, là, c'est une contribution que je donne volontairement en tant que patriote. Nous, on était parti dans l'idée qu'aujourd'hui, le plan souffre d'un déficit de communication d'abord, parce qu'on est dans un pays où la majorité est analphabète. D'abord, le premier exercice, ce sera un exercice de communication, j'allais même dire de métacommunication. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire qu'il nous faudra faire des petits livrets sur le plan Sénégal émergent, essayer d'en faire comme ce que le livre rouge fut dans les économies, dans les socialistes. La Chine.
On était même parti de manière pratico-pratique à l'idée de faire un manuel intitulé Le plan Sénégal émergent en 10 réponses, où on prend vraiment l'essentiel de l'essentiel de l'essentiel et qu'on les traduise dans nos 6 langues nationales et qu'on mène une vaste campagne de communication où chaque Sénégalais aura son petit livret Plan Sénégal émergent, que le chose est traduit dans nos langues nationales et qu'aujourd'hui quand tu dis tac le plan Sénégal émergent, parce qu'en définitive le plan Sénégal émergent c'est pas pour nous ensemble, c'est pour nos fils et nos petits et nos années. En plus il faudrait faire le travail de maquettage à ce niveau. Ensuite c'est notre cabinet était parti aussi à l'idée de, pour ce plan-là, il faudrait faire un partenariat avec le ministère, la direction de l'alphabétisation et des langues nationales, pour tout ce qui est volet didactique, pédagogique, traduction, etc. Ensuite, le plan Sénégal émergent pourrait signer une convention avec le ministère de l'Éducation nationale. Et que ce plan-là, avec ce petit manuel, puisse être inséré dans les programmes éducatifs, pour que le jeune qui est déjà à l'école primaire commence à s'imprégner de ce plan. Madame Magat plan, oui. Plan, c'est, excusez-moi, savoir que ce plan-là, il est destiné à lui. Voilà le Sénégal de demain, qu'aujourd'hui ses parents veulent faire de lui. Voilà de manière très ramassée. Encore une fois, tout le travail aujourd'hui restera un travail de communication, un travail d'appropriation. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas réussi, le chef de l'État en premier, à concevoir un produit, comme en termes de marketing, et à les remettre aux ayants droit, qui se l'approprient, qui se le protègent, qui le défendent et qui le mettent en œuvre, ça serait tout simplement un vœu politique. Félix Sarr, au moment où on parle de plan Sénégal émergent dans notre pays, où vous sortir un peu de cette difficulté dans laquelle nous sommes, de difficultés économiques et financières et même de développement, on voit le Maroc se déployer un peu partout en Afrique, au Mali, Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire, au Gabon, avec beaucoup de financement. Alors qu'il y a quelques peut-être années, le Sénégal et le Maroc, ces pays étaient pratiquement au même niveau de développement. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense qu'en termes de taux de croissance, d'infrastructure, de niveau de capital humain, le Maroc a fait des avancées que nous n'avons pas faites. Et peut-être que le roi Mohamed VI a compris qu'il fallait renforcer une diplomatie économique sud-sud et peut-être une influence, quoi, puisqu'il doit aussi prendre en charge des questions liées à la géopolitique, à l'islam. Et il était temps, peut-être de notre point de vue, de se déployer au sud du Sahara et de tourner le regard vers le continent. Et je pense que de toute manière, les pays qui sont dans les pays à revenus intermédiaires au niveau supérieur, les pays pré-émergents du continent gagneraient à comprendre que, je dirais, si les Chinois sont là, c'est pas pour nos beaux yeux. Si les Américains sont là, c'est pas pour nos beaux yeux. C'est parce qu'ils ont très vite compris les fortes potentialités économiques du continent. Donc je ne vois pas pourquoi nous-mêmes, nous ne serions pas en première ligne dans l'intensification des échanges économiques, donc de la diplomatie économique. Donc ça c'est sûr. Ça veut dire aussi de la diplomatie tout court. Et je pense que le roi Mohamed VI a peut-être compris ça. C'est pour ça qu'il se déploie actuellement, activement. Donc dans ces voilà. Donc ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui, c'est qu'il est plus facile d'aller à Paris que de quitter des fois Dakar, d'aller à Bamako. Tout à fait. C'est un gros problème. Oui. On n'arrive même pas à échanger entre nous avec la même frontière. Il y a la question des infrastructures, il y a des efforts qui ont été faits dans la CEDEAO, mais il y a la question des infrastructures qui est importante. Il y a la question, comment dire ça, il y a un travail à faire pour que l'on pense la zone comme une zone ouverte et élargie. Je veux dire, si des officiers ou des gendarmes ou des policiers entre Nouakchott et Saint-Louis à la frontière vous perdre votre temps, même pour aller en Gambie, il y a un travail à faire pour que nos administrations soient imprégnées de l'idée que faire circuler les individus, faire circuler les biens, faire circuler les marchandises, fluidifier les échanges, c'est un facteur important pour tout le monde et que tout le monde y gagne. Je veux dire, on a beau prendre les lois, on a beau prendre des décisions d'un point de vue institutionnel, si le fonctionnaire de base qui est au bout de la chaîne ne comprend pas les enjeux de son travail et n'a pas une conscience claire de sa place dans le tout, les choses seront de plus en plus difficiles. Donc je pense qu'il y a un travail de ce genre-là à faire pour expliquer aux uns et aux autres que c'est important qu'à l'intérieur de nos zones, déjà, qu'on fluidifie tous les types d'échanges et que c'est mutuellement avantageux. C'est pourquoi le Maroc aujourd'hui se déploie avec autant d'envergure en Afrique de l'Ouest surtout. Alassane, vous me permettez avant de répondre directement à cette question.
de partager avec vous et avec vos auditeurs sur la démocratie et la monarchie. Aujourd'hui, l'exemple marocain est un exemple à suffisance qui nous montre que, comme disait l'autre, la démocratie est le meilleur des pires systèmes politiques. Aujourd'hui, nous avons une monarchie et que quelque part... Qui peut imposer tout. Très bien, quelque part, la monarchie pouvait être aussi un facteur clé de succès. Parce que le Maroc l'a démontré. Quand je fais une opposition, ça je mets en balance les deux tableaux, la question politique au Maroc, elle est réglée. C'est le roi qui est là, c'est la monarchie qui est là. Donc il n'y a pas des enjeux politiques, il n'y a pas des enjeux électoraux. Il n'y a pas de querelle interminable. Leur énergie, leur force et leur ingéniosité, ils le déplacent vers d'autres champs, et notamment le champ économique. C'est un peu ce qui peut expliquer pourquoi, contrairement au Sénégal où on mobilise 80% de nos énergies à parler des affaires de politique politicienne. Deuxièmement, pour en revenir à votre question directe, vous savez, pendant longtemps, justement pour remonter l'histoire, depuis qu'avec le problème du Sahara occidental, le Maroc s'était retiré de l'organisation de l'unité africaine. Maintenant, se retirant du coup de l'organisation, il ne lui restait plus que l'autre rive. Parce que n'oublions pas que le Maroc représente pour l'Afrique ce que le Mexique représente au niveau des États-Unis, c'est-à-dire un état tampon entre trucs. Donc ce qui fait que nécessairement, avec ce clash du Sahara occidental, le Maroc s'était orienté vers les économies européennes. Même à un certain moment, ils ont voulu faire partie de l'Union européenne. Maintenant, pendant, disons, une dizaine d'années, avec la crise qu'il y a eu dans les pays développés, du coup, le Maroc a retrouvé ses racines africaines. Et le Maroc a compris que les plus forts taux de rentabilité en termes d'investissement et de retour sur investissement qu'il pouvait avoir, ce n'est plus maintenant dans les marchés européens, dans les marchés américains, encore moins dans les marchés asiatiques où il y a la barrière de la langue. Et c'était en Afrique. Bon, ils ont eu l'avantage concurrentiel et complémentaire d'être déjà sur le continent africain. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, aujourd'hui, le Maroc s'est doté les moyens de devenir un véritable hub. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle des investisseurs de manière globale, on parle essentiellement des multinationales. Les multinationales, comme je l'ai dit tantôt, se sont rendus compte qu'aujourd'hui, les taux, depuis Celtel, la compagnie Celtel à l'époque, avec Mo Ibrahim, on oublie que Mo Ibrahim est un ingénieur en télécommunication. Depuis que Mo Ibrahim a réussi son pari, en venant installer, en faisant des chiffres d'affaires extraordinaires à travers la téléphonie mobile, c'est ça qui a déclenché un déclic. Et les gens se sont rendus compte que voilà, pour la téléphonie mobile, les gens n'avaient même pas misé sur le marché africain. Ils disaient que voilà, c'est des gens peut-être analphabètes, ils ne pourront pas manipuler parce qu'il y a des touches, il faut comprendre. Ensuite, c'est pays à pouvoir d'achat un peu faible. Mais tac, le business model de Mo Ibrahim a réussi en Afrique. Les taux de pénétration de la téléphonie mobile ont été exceptionnels. Comme cerise sur le gâteau, le Kenya est venu avec le M-Pesa à domestiquer les outils des innovations technologiques pour le développement, à y mettre même des applications qui initialement n'avaient même pas été prévues pour ce genre de trucs-là. Donc ça a eu bim. Les gens se sont dit que mais attention, les Africains ne sont pas si ignorants qu'on le pensait et que les Africains sont ingénieux. Alors c'est là où le Maroc s'est doté maintenant les moyens de sa politique. C'est quoi? Comme il y a une course effrénée vers l'Afrique et que la porte d'entrée, si on vient de l'Europe et des États-Unis, c'est nécessairement le Maghreb, etc. Eux, ils se sont donné les moyens pour être un hub. Ça veut dire que pour capter le volume de financement de ces multinationales, de ces capitales investissements, etc., en destination de l'Afrique. Parce que dans le process du business international, de plus en plus, on a tendance à raccourcir les centres de décision. Parce que la compétition sera tellement féroce ici en Afrique que la proximité sera un critère compétitif pour la prise de décision. Parce que c'est à la seconde près ou à la tierce près qu'il faut prendre des décisions éminemment importantes. Donc, de plus en plus, ces multinationales qui sont en Europe, aux États-Unis, en Asie, viennent s'implanter au niveau de Casablanca. Et c'est ça que le Maroc a compris très tôt pour se donner les moyens en termes d'infrastructure, en termes d'écosystème pour pouvoir accueillir tout ce riche-là. Je m'en veux pour preuve Peugeot, je m'en veux pour preuve Bombardier, etc. etc. Aujourd'hui, le Maroc, dans nos pays de l'Afrique de l'Ouest, de manière globale,
est le seul pays, aujourd'hui si un investisseur devait s'installer dans un pays, il n'y a que le Maroc qui lui offre cette infrastructure-là. Or, les gens ont besoin de ça. Donc nous aussi, si nous voulons être compétitifs comme le Maroc, il va falloir, dès à présent, envisager des stratégies pour que d'ici 20 ans, on puisse être aussi compétitif dans des segments. Mais justement, Philippe, c'est ça aujourd'hui. Quelle est la réponse que le pays apporte par rapport à ce nouveau paradigme, à ce nouveau changement de l'économie dans le monde? Est-ce qu'on est outillé justement pour répondre à ce genre de défi? Non, je pense que intellectuellement on l'est. Et donc ce qu'il vient même de dire, c'est que dans le plan Sénégal émergent, il y a tout un travail pour faire du Sénégal un hub en termes de services, en termes de santé, en termes d'éducation, ainsi de suite. Donc je pense que la ressource existe et la capacité de pensée stratégique existe. Je reviens toujours au défi. Le défi, c'est implémentation, mise en œuvre, opérationnelle, rigoureuse et durable. Donc gouvernance, donc vision, donc rupture avec un certain nombre de pratiques qui sont les nôtres. Donc logique autre que réélection à court terme et logique d'inscription de faits durables dans l'histoire donc, de ce pays et de transformation profonde. Et c'est sur ça que moi, personnellement, je suis encore attentif. Est-ce que psychologiquement, les Sénégalais sont prêts à ça? S'ils continuent encore à comment on appelle ça, à brûler les feux rouges, jusqu'à ce qu'il y ait des problèmes de corruption là-dedans? Est-ce que les Sénégalais sont psychologiquement des travailleurs? Est-ce qu'ils vont à leur bureau et descendent à l'heure? Est-ce que quand ils sont dans les bureaux, ils sont productifs? Non, soyons honnêtes, quoi. Nous ne sommes pas les plus productifs, nous ne sommes pas les plus travailleurs, nous ne sommes pas les plus consciencieux d'un point de vue professionnel. La question est de savoir où ces comportements s'enracinent-ils. Est-ce un problème d'éducation? Est-ce un problème de mentalité? Est-ce un problème d'exemplarité? En tout cas, il faudra qu'on trouve les racines du mal et qu'on les extirpe. Mais c'est un fait. C'est un fait, quoi. C'est un fait. Alors, est-ce que le corps, il le pourri par la tête? Donc, qui doit impulser cette rupture dans les mentalités et quelles sont les ressources sur lesquelles on travaille? J'ai bien apprécié ce que Cyril disait tout à l'heure, je n'insisterai pas dessus. La nécessité de traduire le plan, de faire que les gens se l'approprient. Quand vous alliez en Indonésie ou en Malaisie, ils savaient tous, vous voyez un taximan, ils savaient quelle était la vision économique du pays. Même dans les bouteilles d'eau. Voilà, exactement. Exactement. Au Rwanda, je reviens sur le Rwanda, le plan a été traduit en Kinyarwanda. Il faut que tout le monde se l'approprie. Parce que si vous demandez aux uns et aux autres de faire des efforts, il faut qu'ils comprennent pourquoi ils les font. Et il faut qu'ils comprennent le sens de leur action dans le tout. Et là, oui. Et il faut aussi qu'on réfléchisse à quelles sont les forces sociales qui sont porteuses du projet. Un projet de cette envergure ne peut pas être dynamique tant qu'il n'est pas adossé sur les vrais moteurs. Et si on n'a pas décollé, c'est que nous n'avons pas réussi à adosser nos économies sur nos vrais moteurs, sur notre vraie socioculture. Et c'est là-bas où il y a un travail à faire pour que justement ces variables culturelles ne soient pas inertes, qu'elles soient dynamiques et qu'elles soient elles qui exponentialisent les résultats. Donc l'importance de faire en sorte que ça ne soit pas qu'une affaire d'intellectuel et que la vision soit partagée par tout le monde, elle est fondamentale. Philippe l'a dit aujourd'hui, il faut transformer les affaires sociales, faire avancer des choses. Mais le problème, c'est que le diagnostic a été fait dans ce pays, on sait ce qui ne va pas. Mais le problème au Sénégal, c'est comment faire pour que ce qui ne va pas change. Qu'est-ce qui bloque le moteur? Quelle est la clé qui fait démarrer des choses? Vous savez, Alsan, au Sénégal, on n'a pas un problème de savoir-faire. On a un problème de faire en réalité au Sénégal. Pourquoi ça ne bouge pas? Il nous faudrait peut-être s'asseoir autour d'une table pour diagnostiquer les racines du mal, comme l'a dit. Il peut être de trois origines, comme l'a dit Felwin. Il peut être sociologique, et là ça intéresse le groupe, la société sénégalaise dans sa globalité. Il peut être mental, ça concerne les individus en tant que tels. Il peut être aussi l'exemplarité, la gouvernance par l'exemplarité, c'est-à-dire que nos leaders, nos décideurs, nos chefs. Donc il va falloir tous nous réunir. Et que aussi l'erreur qu'il ne faudrait jamais commettre, c'est dans la recherche des solutions en faire une affaire d'intellectuel ou d'élitiste. Que toutes les couches sociales devront contribuer à la réflexion pour retrouver l'origine du mal. Quand on retrouve l'origine du mal, on est en mesure de pouvoir soigner la maladie. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il y a lieu de ce qu'on appelle, enfin, ce que j'appelle
la révolution conceptuelle. Ça veut dire que nous devons faire une révolution conceptuelle. Ça veut dire que une révolution conceptuelle, et ça concerne toute l'Afrique, hein, je dis particulièrement au Sénégal. Nous devons comprendre aujourd'hui que les règles du jeu ont changé. Et quand les règles du jeu ont changé, il faut changer naturellement son système de jeu. C'est quoi? C'est que l'Afrique doit choisir, et le Sénégal aussi doit choisir, est-ce qu'il reste et demeure un enjeu de la mondialisation, ou bien il va devenir un acteur de la mondialisation. C'est toute cette problématique-là qu'il faudrait poser sur la table. Parce que jusqu'ici, on est des anges et des autres. Mais on n'a jamais voulu prendre les choses en main par nous-mêmes pour être de véritables acteurs. Penser par nous-mêmes, produire par nous-mêmes, relever les défis par nous-mêmes. Mais quand je dis nous-mêmes, il ne s'agit pas de faire des questions de singleton, parce qu'on est dans une mondialisation qui à la fois est une totalité et un morcellement. Donc il faut faire, mais 80% de la ressource, c'est nous qui devons l'emporter. Donc c'est tout à fait heureux que, revenant sur le plan Sénégal émergent, que des corrections ou des correctifs ont été apportés par rapport au plan initial. Parce que moi, à l'époque, j'avais fait un article en interpellant le président de la République sur le fait qu'il n'y a qu'en Afrique que des cabinets d'audit élaborent des stratégies de développement national, ou bien si vous voulez des stratégies d'émergence. Il n'y a encore qu'en Afrique que par la force des choses, des cabinets d'audit, des cabinets comptables, par carence ou par opportunité, se sont mués pour devenir des concepteurs de trucs là. Aucun pays sérieux, aucun pays qui s'est développé n'a confié ce qui, à mon avis, est même une question de souveraineté nationale, pour réfléchir par lui-même et pour lui-même en tenant compte de l'environnement pour pouvoir aller de l'avant. C'est tout à fait heureux que le truc a été revu. C'est ça que j'appelle la révolution conceptuelle. Ça veut dire que nous devons savoir qu'aujourd'hui, on est dans un contexte de compétition internationale et que nous avons les bonnes cartes en main. Tout l'enjeu, c'est de ne pas jouer un faux jeu. Ça veut dire que là où vous avez les valets et les as, etc., mais on joue au carreau, vous sacrifiez votre as de pique. Voilà ce que dit que la révolution conceptuelle. Aujourd'hui, nous sommes en position de force. Je dis l'Afrique de manière globale, parce que c'est l'Afrique et le moteur de la croissance mondiale. Que c'est valable le Sénégal, que l'Afrique, etc. C'est nous qui devrons imposer, entre guillemets, les règles du jeu. C'est nous qui devons définir les règles du jeu. Encore qu'on se donne les moyens, la volonté et la capacité de pouvoir tirer le meilleur de cette mondialisation, en sachant qu'il n'y a pas de précaré, il n'y a pas de etc., etc. Il n'y a que des intérêts qui sont en jeu. Mais justement, moteur de l'économie mondiale, mais ça n'empêche pas que l'Afrique reste fragile. Si on regarde un peu ce qui se passe au Mali, avec les djihadistes qui sont revenus. Pratiquement, il y a la semaine dernière, l'armée française est intervenue, a tué une dizaine de djihadistes en disant qu'ils sont en train de se réinstaller au Nord Mali. Est-ce que ça ne prouve pas aujourd'hui la fragilité de nos États, Philippe? Il y a plusieurs choses. Il y a des dynamiques de long terme et des tendances lourdes. Et sur ces tendances lourdes, je serai à raison. Les tendances économiques lourdes sur une vingtaine d'économies qui ont le plus fort taux de croissance, plus d'une dizaine sont des économies africaines. Si on se projette à 10, 15, 20 ans, sur tous les aspects, sur tous les indicateurs, nous sommes effectivement nous deviendrons le moteur de la croissance. Sauf que dans le temps d'une vie humaine, c'est très court, c'est insuffisant. Nous avons envie de voir les changements tout de suite. Effectivement Et le temps des sociétés n'est pas le temps dans des vies humaines. Et on est obligé de voir qu'actuellement il y a des difficultés auxquelles nous avons à faire face. Donc il y a ces deux grilles de lecture là. Et que ces difficultés ne nous empêchent pas de voir le moyen long terme, la tendance qui se dessine. Et que le moyen long terme ne nous empêche pas aussi de voir qu'il y a des difficultés aujourd'hui qu'il faut adresser. Et nous sommes dans cette difficulté là. Et l'une des difficultés justement, c'est la solidité de nos États-nations. C'est d'abord le modèle d'État-nation fondamentalement. A-t-il fonctionné? Est-il adapté? N'est-il pas temps de repenser ces espaces, le lien entre territoire et nation, dans les espaces où le nomadisme, la circularité a fait partie de nos cultures? Je veux dire, au lieu de passer notre temps à nous plaindre du tracé de 1885, conférence de Berlin, l'espace politique, comment on le configure, comment on fait d'un tas un tout, comment on crée une société, sur quel fondement le faire? Il y a des travaux
Cheikh Anta Diop a travaillé dans des penseurs africains. Qu'est-ce qui nous empêche de nous réapproprier cette réflexion-là et de penser la forme optimale de nos organisations sociales et politiques et de ne pas être tributaire d'une histoire qui se serait arrêtée. Donc ça, c'est une chose. La capacité d'assurer notre sécurité, elle est fondamentale. Absolument. Mais même avant cela, je dirais rupture épistémologique, c'est-à-dire que des chefs d'État africains se retrouvent en France pour discuter de la question de la sécurité. Ils sont une cinquantaine devant un président français. Même l'image, symboliquement, il est devant son pupitre, comme s'il est dans une salle de classe. Et qu'on le veuille ou pas, les inconscients sont sémantiques. Vous assistez à une scène où vous voyez 50 chefs d'État africains assis comme des écoliers devant le maître d'école qui a l'allure de l'ancien colonisateur. Ce n'est même pas une bonne image d'un point de vue symbolique. Notre image dans le miroir, elle est importante. Quand on dit qu'on n'a pas de moyens, je ne suis pas d'accord. On a des moyens. Pourquoi ne pas imposer aux sociétés multinationales qui sont ici un impôt de la paix, prélever des ressources pour constituer une force de réaction rapide? C'est une question de choix stratégique et de choix politique. À l'Union africaine, quand il y a eu les prémices de la crise au Mali, deux jeunes Africains ont écrit des notes. Les gens ont mis 6 à 8 mois pour réagir. Pendant que les autres pays, pendant que la France est en train d'élaborer sa stratégie, l'ONU a mis sa stratégie, à l'UA, ils ont mis 6 mois à réagir. Rappelez-vous la crise politique ivoirienne, la CEDEAO, l'UA, la CEDEAO au départ, elle était proactive, l'UA a pris la question en charge, elle a tergiversé. Elle est restée pendant de longues semaines sans réaction véritable jusqu'à ce que les FRCI déclenchent l'attaque et que finalement la France intervienne. Je veux dire, il y a des questions de ce genre. Et des fois même, lorsqu'on regarde de plus près, il y a des querelles de leadership entre la CEDEAO, l'UA, des fonctionnaires internationaux qui ne sont pas d'accord alors que le destin des populations est en jeu. Donc ces questions-là, elles sont fondamentales. Vous faites 10 ans de progrès économique. Vous avez une guerre civile, vous repartez 15 ans en arrière. 15 ans en arrière, voilà. Ça c'est un principe économique. Voilà. Donc ça c'est un principe clair. Donc ça veut dire qu'on doit articuler les deux. Stabilité politique et prospérité économique. Mais la stabilité politique, la guerre a toujours un avant et un après. Et souvent les causes sont plus lointaines et les conséquences sont aussi plus lointaines. Donc sur le court terme, on peut avoir une lecture, mais la fragilité, on doit la lire en amont. Qu'est-ce qui a fait que le Mali a été dans un processus de décomposition pendant un certain nombre d'années? En dessous de la démocratie formelle qui semblait fonctionner, la corruption, la malgouvernance, le délitement des élites, le récit national qui n'a pas fonctionné, c'est-à-dire qu'on n'a pas su faire une communauté nationale, c'est une question. Toutes ces questions qui sont des questions éminemment politiques qui n'ont pas été adressées ont des conséquences un jour ou l'autre auxquelles il faudra faire face. Et ce n'est pas dans le temps de la tempête qu'on apprend à naviguer, c'est en temps de paix qu'on apprend à naviguer. Donc ça, ce sont des questions, c'est pas une question simplement malienne, c'est une question sahélienne, soudano-sahélienne et africaine. Si le Mali n'est pas stabilisé, il y aura des effets. Au Niger, il y aura des effets. En Mauritanie, plus tard au Sénégal, et nous savons bien que l'Algérie, que la Libye ont été déterminants dans le déclenchement de ce conflit-là. Mais c'est des questions que nous devons adresser et prendre la mesure des défis qu'il faut prendre en charge dès à présent. Le Mali est à peine éteint, on se retrouve en Centrafrique et le constat est là, nous sommes incapables d'assurer notre sécurité, nous sommes incapables de réagir rapidement et si nous ne réglons pas cette question, nous serons sous tutelle, quelle que soit la forme, mais nous serons toujours sous tutelle. C'est vrai, c'est ça la grande question. Au-delà de le diagnostic qui a été fait, les gens savent ce qu'il faut faire dans nos pays, les difficultés qu'on a. Mais on a l'impression que quand les armes se taisent, les choses se calment, il n'y a plus de réflexion, on surfe encore jusqu'au prochain conflit, c'est ça? La remarque que je voudrais partager avec vous, c'est que si on n'y prend pas garde, toute cette bande soudano-sahélienne sera transformée en Sahélistan pour faire allusion à l'Afghanistan. Ça, c'est la première clé de lecture. Aujourd'hui, avec la projection qu'on peut faire de cette situation, on va vers un Sahélistan en réalité. Deuxièmement, c'est tout simplement la faillite de l'État jacobin en Afrique. Il nous faudrait repenser la gouvernance sutueuse. Parce que peut-être ces États-là ne poussent pas nos propres cultures, nos propres sociétés, c'est ça? Ça veut dire que quel a été, je parle un peu économique, quel a été le business model qui a concouru aux fondations de nos États? On a essayé pendant 50 ans l'État de type jacobin.
ça n'a pas marché. Et quand je parle de révolution conceptuelle, je parle de ça. Qu'on a expérimenté des choses pendant un certain nombre d'années qui n'ont pas marché, nous devons avoir le courage d'en essayer autre chose, qui proviennent de nos entrailles, de nous, au plus profond de nous. Parce que tout ça, ça nous a été imposé d'une certaine manière. On doit faire un voyage sur nous pour pouvoir repartir. Ça, c'est la deuxième grille de lecture. La troisième grille de lecture, il y a l'adage qui dit que à toute chose, malheur est bon. Le conflit au Sahel-Soudan, s'il y a un côté positif, à mon avis, c'est celui-là. Le projet fédérateur va être accéléré. Et pour reprendre un terme en vogue, on va accélérer la cadence dans le processus totalitaire et unitaire d'organisation, etc. de nos espaces. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, aucun État pris à lui seul n'est pas en mesure de faire face à ce phénomène djihadiste d'inspiration salafiste. Il faudrait un règlement transversal, transnational pour prendre en charge cette question. Donc, ce qu'on avait refusé pendant des années vers l'intégration, par extraordinaire, la guerre va nous l'imposer. Maintenant, il faudrait voir au sortir de cette guerre-là, comme le processus est déclenché, comment en faire maintenant d'autres dynamiques sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan du business, etc. Mais justement, est-ce qu'il faut lier ce qui se passe au Mali aujourd'hui à ce qui se passe en Arabie Saoudite, où ils ont exclu pratiquement le Qatar de leur réunion en disant que les frères musulmans, c'est un groupe terroriste. Aujourd'hui, le Qatar est mis au banc des accusés par l'Arabie Saoudite qui accuse le Qatar de financer le terrorisme international. Ça fait presque 30 ans qu'on a vu, je prends le Sénégal, quoi, émerger une idéologie salafiste, des mosquées qui poussent, des gens qui viennent avec des ressources. Parce qu'il y a une réflexion sur ces questions-là. C'est ça. Il y a une réflexion. Il y a des universitaires qui ont fait des travaux, qui ont fait des thèses, qui ont étudié les phénomènes à la loupe, qui ont fait une radioscopie du phénomène. Le modèle de l'islam sénégalais, le modèle de l'islam soufi, l'imitation en cours, ces individus qui sont allés étudier dans les pays du Golfe, qui sont revenus avec d'autres idéologies, une islamisation, une salafisation rampante du corps social. Je prends le Mali. On oublie que pendant de ce qui se passe au nord, ça a été aussi une islamisation de la société malienne vers la tendance salafiste, que la fédération la plus importante au Mali, c'est Ahmed Diko est salafiste. Et que, en fait, il y a deux tendances. Il y a les djihadistes qui sont sur le front, et il y a les quiétistes et les piétistes qui travaillent le corps social et qui travaillent dans la durée et qui se disent avec les ONG, voilà, avec les ONG, ils investissent là où l'État est absent, ils font du social, et là où l'État est absent, donc justement, et puis le modèle, on le connaît, il a fonctionné en Algérie, il a fonctionné en Égypte, et il fonctionnera si rien n'est fait. Donc ça veut dire que la réponse est multiforme. Nécessité que l'État joue son rôle, y compris en direction des couches les plus vulnérables, qu'il puisse jouer son rôle et surtout qu'on puisse offrir une alternative à une jeunesse qui, si elle est désœuvrée, si elle n'a pas de travail, si elle n'a pas de perspective, mais mon Dieu, que voulez-vous qu'elle fasse? Elle sera sensible et puis elle répondra à l'appel des sirènes de ces idéologies-là. Lorsque j'observe le Sénégal et que nous voyons ces centaines de milliers de talibés dans les rues, aujourd'hui ils ont 7 ans, 8 ans, 9 ans. Dans quelques années, dans 10 ans, ils auront 17 ans et 18 ans. Désocialisés, déstructurés, déshumanisés. Est-ce que vous pensez que si nous nous retrouvons dans une situation conflictuelle et qu'on leur distribue des armes, nous n'aurons pas le même phénomène que les enfants sont là, que ce que nous voyons au Libéria et en Sierra Leone, qui nous choque? Et nous nous réveillerons alors que nous avons vu ce phénomène grandir, nous avons vu cette situation progresser. De ce point de vue-là aussi, je veux dire, on a une responsabilité donc de regarder les signaux qui nous indiquent qu'il y a des dynamiques qui sont en cours, qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas intégratrices, qui vont disloquer le tissu social et dès à présent prendre les mesures nécessaires. Sinon, le réveil risque d'être brutal un jour. Voilà, mais le temps que nous avons parti est malheureusement terminé. Merci, on a dépassé largement le temps que nous avons parti. C'est une question essentielle. Je pense qu'on aura un jour l'occasion de revenir sur ces questions qui sont fondamentales. Merci à mes invités, Félix Sarr, doyen de la faculté des sciences économiques à Gaston Berger de Saint-Louis et écrivain. Célestie, journaliste et économiste CEO Epsilon, consulting basé au Maroc, spécialisé en stratégie d'entreprise et politique publique. Merci à Abdoulaye Diop qui a assuré la partie technique. Merci à tous. Bon dimanche.